Bonsoir, c'est la suite des rencontres de la 3e édition du festival Bibliotopia en ligne. Merci de nous rejoindre, merci de nous suivre. Je suis très émue, très heureuse aussi de vous réunir à l'occasion de cette rencontre. Philippe Sands, Anna Vicomte, bonjour, bienvenue. Très, très émue, tant vos travaux respectifs me paraissent importants, nécessaires et accessibles à nous, lecteurs, grâce à un très long travail d'enquête et de recherche que vous avez résumé et donné à travers ces 2 livres qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est des années d'investissement qui inspirent un profond respect et je vous remercie d'être là pour partager ce travail avec nous aujourd'hui. Anna Vicomte, vous êtes cofondatrice du quotidien polonais Gazeta Wyborcza. Vous êtes donc journaliste, mais vous êtes aussi l'autrice d'une dizaine d'ouvrages de non-fiction. Un seul nous est parvenu en français, je crois, jusqu'à présent, mais quel ouvrage, Le crime et le silence, 2004 pour la parution originale en Pologne, 2011 pour le français aux éditions de Noël, prix du livre européen la même année. Ce livre, c'est le fruit, le récit, la somme de la longue enquête que vous avez menée à Jedwabne, où le 10 juillet 1941, les habitants de ce village polonais massacraient la quasi-totalité de la population juive de ce même village. Bien sûr, pendant cette rencontre, vous nous expliquerez le contexte de ce pogrom, mais vous nous aiderez aussi à comprendre à quel point ce crime collectif est au cœur du difficile travail de mémoire et de remise en question dans la Pologne d'après-guerre et d'aujourd'hui. La mémoire, la culpabilité ou le déni de culpabilité sont au cœur de la filière. Philippe Sands, votre dernier livre paru cet automne aux éditions Albin Michel. Vous êtes avocat, professeur de droit, spécialiste en droit international. Vous écrivez aussi des articles dans la presse. J'oublie certainement plusieurs casquettes. Vous avez publié plus d'une quinzaine de livres. La filière a peut-être un statut particulier dans votre bibliographie. Pour l'expliquer, je vais revenir à Retour à Lemberg, votre livre précédent, paru en 2017 en français. Lemberg, c'est le lieu de naissance de votre grand-père Léon, seul survivant d'une famille décimée par l'Holocauste. Et c'est là-bas, en Ukraine, que vous avez commencé l'enquête qui va déboucher sur la filière et la reconstitution de la vie de Charlotte et de son mari Otto von Wachter, un acteur très important du Troisième Reich et du régime hitlérien. C'est difficile à lire ces 2 ouvrages de croire que tout est vrai. Pourtant, ce sont 2 ouvrages de non-fiction. J'annonce aussi que ce travail, la filière, vous a permis en chemin de réaliser un film, Un héritage nazi, ce que nos pères ont fait, qui sera accessible dès ce soir via le site de Bibliotopia, et ce jusqu'à lundi soir. Peut-être qu'avant de rentrer dans la matière brute de ces 2 ouvrages, c'est brut qui vous... je voudrais profiter du fait que vous étiez avant-hier, vendredi 20 novembre, à Nuremberg pour la commémoration des 75 ans du début des procès de Nuremberg. Peut-être un mot sur cette journée particulière que vous avez vécue en très petit comité, je crois. Tout à fait. D'abord, j'exprime mon appréciation d'être de retour ici. C'est la 2e fois que je suis dans ces lieux magnifiques et vraiment, je suis ravi. C'est vrai que j'étais il y a 2 jours à Nuremberg. Le 20 novembre 1945 a débuté le grand et fameux procès de Nuremberg, M. Göring, Hans Frank, qui figure dans Retour à Lemberg. Et c'était le 75e anniversaire, vendredi dernier. Et il y avait une commémoration présidée par le président de l'Allemagne, M. Steinmeier. On n'était que 4 ou 5 invités à cause du Covid. J'ai fait ce que je pouvais pour y être et je vais faire, quand je rentre en Angleterre, 14 jours de quarantaine. C'est le prix. Mais vraiment, j'étais très ému d'y être pour des raisons
c'est un procès, c'est un moment important. Courtroom 600 est un lieu remarquable parce que tous les rues mènent à Nuremberg. Sans Nuremberg, sans ce moment, le 20 novembre 1945, on n'aurait pas eu les grands procès de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda, la Cour pénale internationale, l'arrestation de M. Pinochet à Londres en 1998, et même plus récemment, j'étais au mois de décembre je suis le conseil pour la Gambie dans l'affaire contre le Myanmar, la Birmanie, dans l'affaire des Rohingyas. J'ai assisté à la Cour internationale de justice en décembre dernier dans la présence de Aung San Suu Kyi, lauréat du prix Nobel, qui défendait les intérêts de son pays, le Birmanie, contre les demandes de génocide. Sans le procès de Nuremberg, tout ça n'aurait pas été possible. Alors il y a cet aspect en droit, en politique, en histoire de grande importance, mais bien sûr aussi, c'est un moment très personnel pour moi. Et j'ai évoqué dans la salle, devant le président de l'Allemagne, et ça c'était touchant, d'imaginer si j'aurais été avec mes deux arrière-grands-mères en juillet 1942 à Vienne, au moment de leur déportation pour Theresienstadt en République tchèque et Treblinka sur le territoire de la Pologne, mais occupé par l'Allemagne. Si eux, ils n'auraient jamais pu imaginer que leur petit-petit-fils aurait un jour assisté à cette commémoration. Alors c'était très touchant au niveau personnel. Peut-être en deux mots, à Lemberg, il y a eu deux juristes qui ont mis au point le concept de génocide. Comment est-ce que ce concept a évolué et je vous pose aussi la question, Anna, entre sa mise au point, entre les premiers écrits qui ont permis de le définir et peut-être tel qu'on le conçoit aujourd'hui ou tel qu'on devrait le concevoir. Le président de l'Allemagne lui-même, vendredi dernier, a évoqué le moment révolutionnaire du 20 novembre 1945, parce que c'est la première fois dans l'histoire que ces deux termes juridiques, crime contre l'humanité, qui évoquent la protection des individus, et génocide, qui évoque la protection des groupes, ont été exprimés dans un procès. C'est la première fois. Et c'est des inventions par deux individus qui sont d'origine de Lemberg, qui ont fait leurs études aux facultés de droit à Lvov, Lemberg, Lviv. Un Herr Lauterpacht, originaire de l'idée de crime contre l'humanité en droit, était là le 20 novembre 1945. Il était dans la salle. Raphaël Lemkin, qui a inventé le concept de génocide, n'y était pas. Et vendredi dernier, on a évoqué encore une fois le désir de trouver une photo de Lemkin dans la salle, parce que ça n'existe pas. Et depuis 1945, la suite de ces deux concepts ont été difficiles. Pendant 50 ans, il n'y a eu rien du tout. Vraiment rien du tout. Et après, au début des années 90, avec les atrocités en ex-Yougoslavie et au Rwanda, le Conseil de sécurité des Nations Unies a retourné sur les deux concepts et a créé deux tribunaux internationaux. Et quelques années plus tard, en 1998, on a établi la Cour pénale internationale. Alors c'est très récent, c'est très très récent. Merci. Anna Bicon, peut-être comment qualifier juridiquement ce qui s'est passé à Jedwabne et y a-t-il eu réparation de la justice, puisqu'on est sur ce thème précis? S'il s'agit de dire quelque chose de juridique, je n'oserais pas près de Philippe dire quelque chose. Je ne suis pas compétente, mais je peux dire qu'il y avait un procès. Il y avait beaucoup de procès en Pologne après la guerre, et ça s'appelait toujours les procès de collaboration avec les Allemands. C'est-à-dire, donc ça comprenait, on comprenait par ça que les Polonais d'eux-mêmes n'avaient rien fait, mais ils collaboraient avec les Allemands des fois, et on devait les punir pour cette collaboration. Et ce procès de Jedwabne, bien que les Allemands ont été seulement
acteurs de l'agression en sens senso largo. Ils n'étaient pas sur place, mais c'était le procès. Il y avait 22 personnes qui étaient dans le procès et 13 ont eu des différentes sentences jusqu'à 10 ans de prison. Mais ce qui est intéressant dans ce procès, donc c'était le procès des Polonais qui avaient tué leurs voisins juifs le 10 juillet 1941 en les brûlant dans une grange. Ce qui était intéressant, c'était que, bien que c'était les temps communistes, donc les gens généralement avaient peur, il y a eu beaucoup de lettres des citoyens de Jedwabne qui disaient « ce sont des très bons citoyens, nous savons que ce sont des braves et bons citoyens qui ont lutté contre les Allemands ». C'est-à-dire, il y avait un grand soutien des meurtriers pendant le procès et 60 ans après, quand Jan Gross, qui a commencé la grande discussion en Pologne par son livre voisin, a décrit ce qui s'est passé. Et comme le sujet, je comprends, de ce festival, c'est la famille, ce qui était pour moi très intéressant, c'était justement c'était la famille comme le noyau de solidarité avec les meurtriers, c'est-à-dire les gens les plus importants dans la ville qui ont fait que c'est devenu une ville négationniste qui dit rien ne s'est passé, c'était les Juifs qui tuaient les Polonais, on ne sait pas très bien comment, c'était les petits-fils, les enfants des gens qui avaient pris part. On voyait cette ligne familiale. Peut-être aidez-nous à comprendre à quel point cette affaire, votre livre, le livre de Jan Gross, quelques années avant le vôtre, ont secoué la Pologne et les lecteurs. À quel point est-ce que le pogrom de Jedwabne quel a été son retentissement dans le pays? Oui, ça c'était très intéressant parce que le livre de Gross, il a peut-être 100 pages. Il raconte d'un petit village au nord-est de la Pologne où personne n'avait entendu le nom de ce village. Il raconte sur les Juifs qui étaient des personnages non existants en Pologne, à part qu'ils étaient morts à Auschwitz, on ne savait rien des Juifs. Et tout de même, ça a été la grande discussion nationale dans mon pays quand il est devenu libre. C'est-à-dire, il n'y avait pas de plus grande, plus importante discussion nationale. Ça a éclenché. Et ça semblait, mais pourquoi mais pourquoi justement ce livre? Pourquoi justement les relations polonais-juives? Bien, parce que nous avons beaucoup de difficiles relations dans notre histoire. Par exemple, les relations entre la Pologne et l'Ukraine. Et c'est après qu'on a vu que ce n'est pas par hasard, que il me semble que c'est le vrai problème de la Pologne qui a été tout à coup mise en face des gens. C'est le problème des relations, de ce qui s'est passé pendant le Holocauste en Pologne, parce que le Holocauste s'est passé en Pologne. Bien que c'était bien sûr fait par les Allemands, mais c'était fait sur le terrain de la Pologne. Et le sang des Juifs est sur le sol de la Pologne. Et donc, le livre de Gross a commencé toute une série de livres où nous avons vu de plus en plus. Parce qu'au commencement, c'était quelque chose qui s'était passé dans un petit village. Et c'était incroyable que ça s'était passé dans une place de la Pologne. Mais maintenant, on sait qu'il n'y a pas aucun village en Pologne où des Juifs n'ont pas été tués par des Polonais. Et c'était un grand travail de recherche, de trouver quelque chose qui était pendant la guerre évidente et qui après était complètement a été érasé de la mémoire nationale. C'est vous qui dites souvent souvent, je ne sais pas, en tout cas, je vous ai lu dire que la Pologne était aussi malade de son histoire, et je trouve très impressionnant de voir à quel point, après tant d'années, on continue
à découvrir des faits nouveaux et à lire l'histoire aussi à partir de la documentation que vous exhumez, que vous relisez, que vous faites parler. Peut-être pour rentrer dans les livres, j'avais envie de vous demander respectivement comment est-ce que ces histoires vous sont tombées dessus, comment est-ce qu'elles sont entrées dans vos vies? Moi, c'était un peu par hasard, c'est-à-dire le livre de Gross est apparu. Moi, j'étais un reporter de Gazeta et il me semblait évident que quelqu'un doit aller dans cette petite ville et regarder ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un village ou dans une petite ville où pendant 60 ans, il y avait une mémoire, mais on n'en parlait pas haut, et tout d'un coup, parce que c'était un tel grand événement qu'il y avait toutes les équipes des télévisions européennes et américaines étaient à la place du marché de Jedwabne. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté avec une vérité qu'on cachait pendant 60 ans? Et ça me semblait, évident qu'on doit y aller, on doit le regarder. Et quand le chef de mon journal a dit que non, on ne s'en occupe pas, ça m'a fait une tellement grande impression, surtout que c'était mon journal, vraiment, c'était pas... que j'ai pris un congé et j'ai passé après 4 années à s'en occuper. Et vous avez écrit un livre magnifique qui m'a fortement inspiré. Merci beaucoup. Votre rencontre avec ces personnages qu'on n'aurait pas pu inventer et de la même manière, on se dit, c'est incroyable que cette histoire n'ait pas été racontée non plus plus tôt, que ce personnage n'ait pas... L'histoire qu'a écrit Anne... Non, la vôtre. La vôtre aussi, c'est par hasard, hein. C'est un peu la même chose. Alors moi, ça commence avec ce rencontre en 2011 avec Niklas Frank, le fils de Hans Frank. La première chose que Niklas me dit quand je rencontre à Hambourg, c'est je suis contre la peine de mort en toute situation, sauf dans le cas de mon père. C'est des mots qui frappent vraiment. C'est un homme qui déteste son père, qui a écrit un livre là-dessus. Et Niklas me dit très gentiment, Philippe, ton grand-père est d'origine de Lemberg, Lvov, Lviv, Lvov, Léopolis. Est-ce que ça peut être intéressant pour toi de rencontrer le fils de monsieur le gouverneur de la district de Galicie qui était basé à Lemberg, Lvov, Otto Wächter? Et je dis oui, pourquoi pas, mais je ne sais pas pourquoi lui voudrait me rencontrer, mais oui, je suis ouvert à ça. Et 6 semaines plus tard, on est allé, Niklas et moi, dans un petit village autrichien, Hagenberg, où Horst Wächter, qui est devenu quelqu'un que je connais très bien, nous a reçus très gentiment. C'est un homme adorable, qui n'est pas antisémite, il nie pas les faits de l'Holocauste, il nie même pas le fait que son père était impliqué dans l'Holocauste. Ce qu'il nie, c'est que son père était un criminel. Son père qui, en 1945, est inculpé pour le génocide, crime contre l'humanité, la mort de plus de 100 000 Polonais. Et on se met à parler. J'écris un article sur lui pour le Financial Times en 2013, qui reçoit un très grand intérêt. J'étais très surpris avec le titre « Mon père, le bon nazi ». C'est un nom, je pense, Wächter, très connu en Pologne, même aujourd'hui, parce que d'abord, c'était le gouverneur de Cracovie entre 1939 et 1942, et après 1942-1944 à Lvov, Lemberg. Et le film fait des échos, et il y a un cinéaste, en fait, c'est un ami d'université, David Evans, qui a... il a dit ça ferait un très bon film documentaire. Et j'étais un peu sceptique, mais j'ai dit ok, pourquoi pas. Et on a commencé avec Niklas. On a fait ça tout seul pour commencer. On est allé voir Niklas en Bavarie, et après on est allé voir filmer Horst. Et le film, finalement, c'est le BBC qui l'a pris. Il a eu un certain succès, il a gagné des prix. Et c'était un projet très intéressant, moi, avec ses 2 fils. Un qui déteste son père, Niklas, et l'autre qui adore son père, Horst. On ne peut pas vraiment inventer une histoire comme ça. Et moi,
pas vraiment au milieu, parce que c'est les fils des deux hommes qui ont exterminé la famille de mon grand-père polonais. Alors c'est quand même une histoire assez personnelle. Et chaque fois, avec Horst, c'est un peu la même chose. On est en contact, il lit l'article dans le Financial Times, il dit c'est atroce, et 6 semaines plus tard, il revient, il veut parler encore. Le film, il déteste, il n'aime pas le titre, ce que nos pères ont fait. Il dit ça devrait être ce que nos pères ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Il a un sens de l'humour. Et il m'abandonne, mais il revient quelques mois plus tard, il dit non, on continue. Et il y a une scène dans le film, il y a un moment où Niklas décrit Horst comme un nouveau nazi. Et Horst est furieux. Il n'est pas nazi. Horst n'est pas nazi. Plein de choses qu'on peut dire sur lui, mais il n'est pas nazi, pas du tout. Et Horst me pose la question, Philippe, comment est-ce que je peux prouver que je ne suis pas nazi? C'est une question assez intéressante. J'ai réfléchi là-dessus. Et finalement, j'ai arrivé à la solution suivante. J'ai dit, Horst, mon cher ami, tu as cette archive, ces papiers de ta mère Charlotte, la femme de ton père bien-aimé Otto, 10 000 pages entre 1929 et 1949. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ces archives à un musée? Et comme ça, les gens peuvent lire, ils peuvent former une opinion de voir ce que ton père et ta mère ont fait envers les Polonais et les Juifs. Hein, parce que c'est les Polonais aussi qui sont fortement impliqués dans cette histoire. Et les Ukrainiens. Et Horst dit, c'est magnifique comme idée. Je lui mets en contact avec le grand musée de l'Holocauste à Washington. Et tout est mis en forme digitale. Et après, Horst me dit, est-ce que tu veux une copie? Alors, je dis, pourquoi pas? Et il arrive à un USB chez moi, c'est fin 2014, avec 10 000 pages hallucinantes, mais tout en allemand. Alors, je crée une petite cellule de recherche. Et la filière, c'est l'histoire d'une documentation, c'est une histoire d'amour entre Charlotte et Otto, c'est une histoire de mensonge, ce qu'ils cachent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il y a beaucoup de silence, et c'est une histoire de justice, parce que finalement, Otto, qui s'échappe en 1945, il n'est jamais attrapé, trouve sa mort dans des circonstances très inattendues, à Rome, dans un hôpital du Vatican, et ça devient une histoire de détective. Oui, et ça se lit comme un thriller. Je voulais peut-être rebondir, vous parler de cette histoire personnelle. Est-ce que, Anna Méconte, vous pourriez nous dire à quel point vous avez découvert votre judaïté à 33 ans, je crois. Elle vous avait été cachée par vos parents jusqu'à ce moment-là. Comment est-ce que cette découverte a peut-être influencé votre manière vos sujets de recherche, et comment est-ce que vous avez réagi peut-être à cette découverte? Vous disiez vous-même à l'instant qu'il y a peu de choses qui se savaient sur les Juifs en Pologne. Comment est-ce que ça vous a marqué et dans vos recherches? Je ne connais pas la question moi-même, c'est-à-dire les réponses que je me pose sont différentes avec le temps. Il me semblait, quand je l'ai appris, j'étais très excitée. C'est-à-dire j'ai téléphoné, j'avais un carnet téléphonique, on avait encore en papier, j'ai téléphoné de A à Z, je disais « je suis juive, je suis juive ». Et j'avais toujours le problème, toujours j'étais obsédée par le problème polonais, juif, les relations. J'étais dans un groupe, je suis par profession, je suis psychothérapeute, j'étais dans un groupe de juifs et polonais, moi j'étais comme polonaise dans ce groupe. C'était toujours un problème pour moi. Et j'ai pensé, bien, je suis de ce deuxième côté. Il me semblait toujours que je suis la polonaise. C'était dans mon rêve, dans mes cauchemars, une femme juive vient avec 3 enfants, moi j'ai peur de l'ouvrir. Et maintenant je suis de cet autre côté. Et c'est devenu, c'est important pour moi, c'est-à-dire que si je pense à moi, je pense que je suis juive. Mais quand j'ai pensé, et au commencement, quand les autres gens, il y a eu un centre de recherche de Holocauste en Pologne, il y a beaucoup de gens maintenant qui s'en occupent.
Et j'avais un sentiment de gratitude, qu'eux, ils peuvent ne pas le prendre sur le dos et ils le prennent. Et à certains moments, j'ai pensé, parce que tous mes amis qui s'en occupent, presque tous mes amis qui s'en occupent n'ont aucune racine juive. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous sépare? Est-ce que notre travail est différent? Et je pense que non, qu'ils font le même travail de deuil que je fais dans mes livres. Donc, en fin de compte, je ne crois pas que c'est tellement important, oui. Philippe Sands a évoqué les archives. Je crois que vous aussi, vous avez épuisé une quantité astronomique et dans des lieux très différents d'archives. On est dans un festival de littérature, on parle aussi d'écriture. Peut-être faisons un point sur comment est-ce qu'on transforme cette matière gigantesque, extrêmement riche, fournie, en un livre avec une information claire qui avance, structurée. Moi, je vois ça comme un chantier titanesque. Comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous retenez, vous choisissez, vous sélectionnez l'information? Et comment est-ce que vous la transformez en une phrase, un chapitre et ensuite un livre? Moi, mon livre, la première version, c'était un livre qui racontait, il y avait des chapitres, et les chapitres racontaient des diverses histoires. Et une amie à moi l'a lu, elle a dit, tes émotions dedans sont trop intenses. Et j'ai reconstruit totalement le livre, c'est-à-dire le livre, c'est moitié les chapitres qui racontent des histoires, et c'est moitié mon journal, pour justement raconter mon travail, mes émotions, mais le raconter au dehors des histoires. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, parce que il y a de grandes émotions. Et par exemple, dans le travail de Philippe, il parle de son grand-père. Donc, il peut avoir toutes les émotions qu'il peut avoir. Il parle de sa famille. Moi, je parle des gens dont je n'ai pas de relation personnelle. Mais j'avais des émotions très fortes envers eux. C'est-à-dire, je suis devenue très amie avec des gens, je suis devenue pendant un certain temps un membre en quelque sorte de la communauté de Jedwabne. Et oui, donc je l'ai remis dans le journal. C'était oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mm-hmm. C'est une structure que vous partagez puisque dans votre livre, La filière, vous alternez la reconstitution historique à partir notamment des lettres de Charlotte, de la correspondance entre Charlotte et son mari, et de temps en temps, vous revenez à la réalité et à votre relation avec Horst et à comment l'enquête avance. C'est quelque chose que vous partagez dans la structure, dans la forme de vos livres et qui me paraît très important puisque finalement, fouiller le passé, c'est aussi une manière d'éclairer et de vivre et de comprendre le présent. Est-ce que dans vos démarches personnelles, je vous laisse aussi répondre sur l'archive si vous voulez, je ne vous ai pas laissé le temps, mais est-ce que dans vos démarches personnelles, ce travail est avant tout aussi un travail qui sert le présent? Vous parliez de l'actualité de la Pologne juste avant. Enfin... Oui, mais pour la filière, il y a 3 caractères centraux dans ce livre. Je joue un rôle, je suis là, mais les 3 caractères sont d'abord le fils, Horst, le père, Otto, mais pour moi, le caractère central, c'est la mère, c'est la femme, c'est Charlotte. Pourquoi? Parce que dans toutes ces histoires, et je pense que c'est un peu la même chose dans votre livre, qui ont été racontés, c'est toujours les hommes qui jouent un rôle central. Mais tous ces hommes, dans cette période, ils sont mariés, ils ont des copines, ils ont des amants. Et moi, je me suis toujours posé la question, c'est comment les relations entre l'homme et la femme pendant cette période? Et pour moi, le plus remarquable de l'archive familiale, c'est les lettres privées, parce qu'on apprend le rôle
de Charlotte. C'est une femme intelligente, c'est une femme belle, c'est une femme sainte, c'est une mère. Elle apporte du soutien à son mari et c'est elle qui joue le rôle absolument clé. Par exemple, là, quand on rentre sur la question de sélectionner, pour moi, je lis la totalité de la chose, je laisse passer le temps et je me pose la question, je reviens sur quel moment? Et il y a toujours des moments clés. Alors, par exemple, le 15 mars 1938, l'arrivée de Adolf Hitler à Vienne pour la première fois après l'Anschluss. Il fait sa présence sur le balcon, il rencontre la population, des centaines de milliers de personnes. Et Charlotta raconte dans ses écrits qu'elle était là, à 1 mètre du Führer. Alors c'était des nazis vraiment à la plus grande table. Qu'est-ce qui se passe après l'événement? Hitler part, il rentre les deux, Charlotte et Otto, dans le palais du Hofburg, ils descendent le grand escalier en marbre, et en bas, qu'est-ce qui se passe? Otto tourne envers sa femme, Charlotte, et il dit le suivant, « Ma chérie, j'ai une décision à prendre. Je peux continuer ma carrière de juriste et gagner beaucoup d'argent, ou je peux accepter l'invitation qui m'a été donnée par notre ami Arthur Seyss-Inquart, nouveau gouverneur du Ostmark de l'Autriche, occupé par les Allemands, et rentrer dans le gouvernement comme secrétaire d'État. Qu'est-ce que je fais? Secrétaire d'État, elle dit. Et c'est un moment décisif pour la famille, non seulement Otto et Charlotte, mais ils vont avoir 6 enfants. Et les 6 enfants vont avoir 23 petits-enfants. Et tous ces vies et toutes ces familles sont fortement touchées par ce moment. Si Charlotte aurait dit non, on ne rentre pas dans ces bêtises, on reste dans le privé, tu continues comme avocat, toutes les conséquences dramatiques pour les enfants et pour les petits-enfants et pour les arrière-petits-enfants auraient été éliminées. Alors, moi je me trouve 70 ans plus tard dans la situation suivante. Je suis à Vienne. Par coïncidence, un des petits-enfants de Otto et Charlotte s'est marié avec une de mes étudiantes. Remarquable coïncidence. Et elle m'invite dîner dans un restaurant à Vienne et on est installé là. Et à un certain moment où son mari, le petit-fils de Otto et Charlotte, part aux toilettes ou je ne sais pas où, elle se tourne vers moi et elle dit « Philippe, j'ai une question pour toi. » Oui, je dis, tout évoqué. Elle me dit « Simplement, je te demande de ne pas publier ce livre en Autriche. » Et je dis « Pourquoi ?» Et elle dit « Parce que ça va détruire la vie de notre enfant. » On ne parle pas de tout ça dans notre famille. On a blanchi le nom des Werther. Et si tu publies chez nous, si on montre ton film en Autriche, ça sera encore une fois catastrophique. Et alors, on voit, en réponse à votre question, l'histoire et le présent, ça continue. Ça continue à avoir ses effets. Avez-vous publié en Autriche le livre? Ah oui, le livre est publié aujourd'hui, cette semaine en Autriche, et le premier critique a été est sorti hier, samedi, dans le Standard, 2 pages entières, et très positif. Et on va voir ce que ça va donner. Je devais être en Autriche la semaine prochaine, mais à cause du Covid, je n'y serai pas. On a repoussé pour le mois d'avril. Mais alors, les questions de silence, ce n'est pas seulement en Pologne, et ce n'est pas seulement en Autriche, parce qu'on vit ça en ce moment en Angleterre, pas avec les histoires de l'Holocauste, mais avec des histoires du colonialisme, de l'esclavage, du racisme. Et c'est exactement la même chose. Les gens ne veulent pas parler de ça. Ils ne veulent pas ouvrir la porte. Et ce que j'ai appris avec Retour à Lemberg et avec ce livre aussi maintenant, qui a été publié en Angleterre au mois d'avril et aux Pays-Bas au mois d'avril, c'est que c'est des thèmes universels. Toute communauté a ses atrocités. En Irlande, ce n'est pas l'Holocauste.
En Irlande, c'est les affaires néfastes entre les prêtres et les petits garçons et les petites filles dans l'Église catholique. Pour eux, c'est le grand drame. Et jusqu'à il y a 5 ans, les gens ne voulaient pas en parler. Alors, les thèmes en commun, c'est un thème universel. C'est le silence. Et le silence, non seulement dans le domaine du grand politique, mais au sein de la famille. Tout commence pour moi au sein de la famille. Oui. Oui, il me semble aussi que la famille, que le noyau familial, c'est ce qui conserve tout ce qui s'est passé. Et pour moi, ça m'a fait une grande impression parce que à Jedwabne, c'est justement ce que j'ai raconté. Ce sont les familles qui conservent leur vérité qui est un mensonge total. Et Jedwabne s'est passé il y a, quand j'ai commencé à écrire mon livre, c'était il y a 60 ans avant. Donc c'était la deuxième et troisième génération. Mais après, j'ai lu un livre qui s'appelle Les petits-enfants, écrit par 2 écrivaines turques. Et c'était aussi, ça se passait dans des villages, et c'était comme si elles racontaient Jedwabne, c'est-à-dire que dans les petites communautés, c'est les familles des meurtriers qui sont les importantes. Et les familles des gens qui étaient arméniens, qui étaient juifs, qui étaient tutsis, ce sont les familles qui n'ont pas de voix dans la communauté, après tant d'années. Et ça se passe, c'est un livre qui a été écrit pour la 100e anniversaire du génocide des Arméniens. Donc ça se passe après 100 ans, ça se passe à Jedwabne après 60 ans. Et aussi, j'étais à un séminaire avec Philippe Gourevitch qui a écrit sur Rwanda. Et c'était sur son nouveau livre où il préparait alors son nouveau livre qui se passait à Rwanda 20 ans après. Et c'était la même chose. C'était comme si les communautés de Jedwabne, de Rwanda et de Turquie, c'était les mêmes communautés où les mêmes choses se passaient. C'est-à-dire la famille qui garde le mensonge et qui oblige au silence toute la communauté. Mais pas seulement les mensonges. Parce que moi, j'étais de l'autre côté de l'histoire. Alors, moi, j'ai vécu mon enfance dans le silence. Avec mon grand-père, il ne voulait pas parler de tout ça. Et c'était pas question de mensonge, mais question de protection et question de shame en anglais. J'oublie le mot en français. Le honte qu'il a survécu, que c'était le seul, de Jolkiev et de Lvov. Et les silences dans les familles ont des raisons très diverses, je pense. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs un problème très intéressant de la responsabilité de la famille, c'est-à-dire des descendants de la famille. C'est-à-dire, est-ce que Horst est responsable de son père? Non, Horst n'est pas responsable pour son père, mais Horst est responsable de rentrer dans les faits d'une façon honnête. Mais le grand drame de ce livre n'est pas contenu dans les pages. Le grand drame de ce livre, c'est les derniers mots de ce livre. Et c'est les mots de la petite fille. Mon grand-père est un meurtrier en masse. Et à cause de ces 6 ou 7 mots, il y a maintenant une catastrophe dans la famille à cause de la publication de la version en anglais. Alors là, je me sens une sorte de petite responsabilité. Je suis en contact avec les deux, avec le fils et avec la petite fille, sa fille, Magdalena. Mais entre Magdalena... C'est celle qui était en turban, oui. C'est personnage très rocambolesque aussi. Oui, parce que pour compliquer les choses, je vais être très attentif à être correct, mais Magdalena s'est convertie, elle est devenue islamique. Et elle m'a expliqué que c'était la seule façon d'échapper sa famille, de créer une distance entre elle et la totalité de la famille. Et je comprends ça, et je respecte ça. Mais vous pouvez imaginer qu'en Autriche, aujourd'hui, pour la plupart des gens, pas pour tout le monde,
qu'est-ce qui est encore pire de se convertir en juif? C'est de se convertir en islamique, à l'islam. Alors, ça, j'ai vécu. L'an dernier, Magdalena et moi ont passé 3 jours remarquables sur la route sur laquelle Otto, avec l'assistance de Charlotte, s'est échappé en 48-49. Il a traversé la montagne pour aller de l'Autriche en Italie, et on a suivi le chemin. Et quand on marche dans la rue autrichienne, dans les rues autrichiennes, avec une femme qui porte une couverture comme ça, on sent très clairement ce que c'est d'être membre de la communauté islamique en Autriche aujourd'hui. J'étais vraiment choqué. Moi, je marche avec une femme qui porte un écharpe comme ça, et on le ressent. Tout le monde comme ça. Alors, les questions de famille, ça continue. Et maintenant, il y a la question de l'arrière-petit-fils des Wächter, le fils de Magdalena. Et lui qui est pris dans les bras de Horst pour le convaincre qu'en fait, son arrière-grand-père, c'était un homme bien. Alors ça continue, les histoires. Ça continue. La conversion à l'islam serait, pour la psychologue que vous êtes, c'est très intéressant, je pense, le processus d'identification aux victimes aussi d'une forme de discrimination. Mais maintenant qu'on a parlé de ces personnages très hauts en couleur de la filière, je voudrais aussi qu'on parle un petit peu des personnages qui font la matière de votre enquête, Anna Bicon, parce que beaucoup sont décédés, des personnes dont vous avez recueilli le témoignage depuis, mais c'est aussi des personnes qui vous ont permis de mettre au point ce livre. Peut-être donnez-nous, on a beaucoup parlé des concepts, de la mémoire, de choses assez abstraites, mais il y a des survivants, des témoins qui vous ont donné des sources directes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces personnes ? Peut-être je vais parler d'une personne avec laquelle j'ai eu juste un contact. Parce que il y a beaucoup de personnes à qui je suis très attachée dans mon livre, mais il y avait entre autres, c'est une histoire familiale, c'est-à-dire c'est le problème des fils des meurtriers. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Janusz Jett dans mon livre, je ne dis pas son nom, qui, quand je venais à Jedwabne, je venais souvent, je le rencontrais par exemple dans la rue ou dans une réunion que le prêtre arrangeait. Et il criait sur moi. Il disait « Vous détestez les Polonais ». Mais il me disait en même temps « Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ?» Parce que moi, j'ai demandé à ma mère et elle ne voulait pas me dire. Et je savais qu'il est le fils de l'une des personnes qui étaient dans le procès. Et puis, il disait, et puis je lui avais donné mon téléphone, il m'a téléphoné qu'il voudrait connaître le Talmud. Moi, j'avais aucune idée comment on peut connaître le Talmud, mais j'ai demandé, bien, le Talmud, c'est 64 volumes, ils sont dans la bibliothèque, il y a une bibliothèque en Pologne, on peut le trouver, il y a aussi 4 volumes en anglais, aussi on peut les trouver. Alors, je lui dis qu'il y a 4 volumes en anglais, mais 64 volumes, ils ne sont pas traduits. Il dit, oui, je comprends, les Juifs, ils cachent quelque chose. Je comprends qu'ils le cachent. Enfin, on avait des conversations pareilles. Et puis, il m'a téléphoné, il m'a dit, mais est-ce que vous avez les comptes rendus du procès? Et j'ai dit oui. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer ce qu'il y a sur mon père? Et je lui ai envoyé. Et ça s'est passé peut-être il y a 20 ans, presque 20 ans. Et après, quand je lui ai envoyé, j'ai eu aucun contact avec lui. Et il me téléphone le jour avant que je vienne ici. Cette année. Et il me dit, il n'habite pas à Jedwabne, il a une petite firme pour des choses d'agriculteurs qu'il revend. Qu'il achetait quelque chose et que quand il achète quelque chose à Allegro, c'est notre Amazon, il regarde toujours les autres choses à acheter pour voir si c'est sérieux. Et il a vu entre les choses à acheter une matzeva, donc une pierre tombale
d'un cimetière juif. Et c'était écrit, c'était pas écrit que c'est une pierre tombale à acheter, c'était un, comment on dit, pour aiguiller les couteaux, parce que pendant la guerre, on a dévasté c'est-à-dire les Polonais ont dévasté, les Allemands aussi, mais je parle des Polonais maintenant. Les Polonais ont dévasté les cimetières juifs et ils prenaient les matzevas, ils en faisaient quelque chose de rond, parce que les matzevas n'étaient pas en granit mais en pierre dans les villages parce que c'est moins cher. Ils faisaient un trou dedans, on passait une corde et c'était un mécanisme où on pouvait justement affûter les couteaux. Et aussi, pas les couteaux de cuisine, mais ce qu'on a besoin dans l'agriculture. Alors, il a acheté cette matzeva. Et il me dit, et qu'est-ce que je dois faire avec cette matzeva? Alors, je dis, bon, on doit regarder s'il y a un cimetière juif qui existe encore. Où est cette personne? On doit retrouver la personne de la matzeva et le mettre dans un cimetière, je crois. Mais il me fait la photo et dans la photo, il y a seulement écrit, parce que normalement, il y a écrit le nom en hébreu et après, il y a écrit que son âme, quelque chose. Et ici, c'est coupé ainsi qu'il y a seulement que son âme. Et on ne sait pas de qui c'est, on ne sait pas où le mettre. Et j'étais déjà ici quand il m'a amené à ma maison et j'ai cette matzeva de ce fils du meurtrier qui, après 20 ans, a l'idée qu'il faut acheter, que ça ne peut pas être un aiguilleur pour couteau. Mais c'est une réflexion d'une certaine responsabilité, non? Oui, absolument. Et ça, c'est fascinant. Fascinant, absolument. De comprendre comment, tellement d'années après, oui, ça continue à jouer un rôle. Parce qu'il y a un caractère dans la filière où c'est un peu la même chose. Vous vous souvenez, il y a Otto Wächter qui s'évade, qui s'échappe en 1945, il disparaît complètement. Et avec l'archive familiale, pour la première fois, en 2015, je découvre l'histoire. Le 9 mai 1945, il rencontre un jeune soldat du Waffen-SS qui était en Italie, en Yougoslavie, et qui tuait les partisans, les communistes, dans leurs centaines, qui s'appelait Burkhard Hartmann. Et Burkhard Hartmann savait comment survivre dans les montagnes plus haut que 2000 mètres, où il fait froid à toute l'année. Et il emmène Otto Wächter en haut, et pendant 3 ans et demi, les deux hommes vivent à plus de 2000 mètres. Tous les 2 semaines, Charlotte arrive avec des fringues, de la nourriture, des journaux, des bottes, ce genre de trucs. Et c'est tout décrit dans l'archive. C'est absolument fascinant. Alors, je pose la question, en décembre 2016, à Horst, il était comment ce Burkhard Hartmann? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est resté en contact avec la famille après? Blablabla. Bla, bla, bla. Et Horst me regarde, il me dit, Philippe, tu me poses toutes ces questions, je peux répondre à toutes ces questions, ou on peut lui téléphoner. Okay, alors je suis, waouh. Et on le téléphone, et 6 semaines plus tard, on va rencontrer Burkhard Hartmann. Alors, je suis dans la présence d'un homme de 94 ans qui n'a jamais parlé à personne. Jamais parlé à sa fille qui est présente, qui impose une condition pour notre rencontre, la seule rencontre qu'il va faire dans toute sa vie de ce qui s'est passé, c'est que je ne pose pas de questions sur ce qui s'est passé avant le 9 mai 1945, parce qu'il se sent toujours impliqué et peur qu'il sera arrêté et mis en prison pour ce qu'il a fait en 1943-1944 en Italie, en ex-Yougoslavie. Il me raconte l'histoire, pas de cette période, mais de ce qui s'est passé entre 1945 et 1948. Il avait, 70 ans plus tard, un besoin de parler. Et ça, c'est vraiment fascinant. Et d'être dans la présence de quelqu'un qui décrit, j'ai mentionné ça quand j'étais à Nuremberg il y a quelques jours, quelqu'un qui suivait le procès de Nuremberg, mais de la montagne. Parce que Otto Wächter a dit à Charlotte, je veux les journaux pour 2 raisons. Les résultats du football et suivre le procès de mes amis à Nuremberg.
Hans Frank, Arthur Seyss-Inquart, Baldur von Schirach, Ernst Kaltenbrunner, et j'ai posé la question à Boucault, fin du procès, ils sont tous pendus, comment est-ce que Wächter a réagi? Il était furieux et très déçu, et il a eu très très peur. Et ça, de parler avec quelqu'un qui a vécu cette période, c'est incroyable. Et il avait envie de parler, ce monsieur. Il est depuis décédé, c'est le seul interview qu'il a donné dans toute sa vie. Il avait envie de parler et de taire aussi, puisqu'il y avait quand même une condition qui était très importante, parce qu'il ne voulait pas revenir sur les crimes qu'il avait pu commettre depuis... il avait besoin de se libérer de quelque chose, mais en même temps d'enterrer aussi une certaine forme de culpabilité. Et d'ailleurs, dans les deux cas, on voit souvent à quel point le besoin de dignité, qui est aussi le cas chez Horst, est supérieur, écrase littéralement le besoin de vérité. On s'arrange, on s'accommode du mensonge à condition qu'il nous permette de maintenir une forme de... Pour Horst, le mensonge, le déni de ce qu'a fait son père, c'est la seule façon de survivre. Quand on a fait le film qui sera tourné pendant ces jours avec ce festival Mikalski, moi et le metteur en scène David Evans, on avait très très peur de déclencher quelque chose. Alors j'ai deux amis il y a un qui est psychiatre, un autre qui est psychanalyste, et j'ai dit, j'ai besoin de l'assistance, j'ai vraiment très très peur de ce qu'on peut déclencher. Et les psychanalystes, le psychanalyste et le psychiatre nous ont assisté de faire très attention. Ils nous ont expliqué que pour Horst, en fait, c'est l'histoire pas de ses relations avec son père, mais relations avec la mère. Parce que la mère adorait le père, avait construit ce sorte d'édifice autour de la mémoire de ce père qui est disparu en 1949, et de créer pour les enfants, les 6 enfants, un bon sentiment sur le père. Alors, en fait, c'est eux qui nous ont expliqué, le psychiatre et le psychanalyste, que la réalité de l'histoire, ce n'est pas les relations entre le fils et le père, mais entre le fils et la mère. Et ça, j'étais fasciné par ça. Ouais. On peut ajouter, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre magnifique, que la mère avait une telle force avec lui qu'il mangeait 2 dîners, je me rappelle bien, un avec sa mère et après avec sa femme. Oui. Horst, oui. Mais les histoires, on adore nous deux les histoires. Les histoires sont hallucinantes. Otto Wächter meurt le 16 juillet 1949 dans l'hôpital Santo Spirito du Vatican à Rome. Il est enterré, il est décédé le 13 juillet, il est enterré le 16. 10 ans plus tard, l'évêque, très connu, très fameux, l'évêque autrichien, prend contact avec Charlotte. Une bonne famille polonaise, d'ailleurs. Je sais. Et l'évêque dit à Madame Wächter, « Ah, Madame Wächter, j'ai oublié de vous dire, quand votre mari est décédé, que son dernier vœu était d'être enterré en Autriche. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas le chercher ?» Alors, tout ça, c'est dans les papiers, c'est hallucinant. Et elle a enregistré certains moments. Alors, on peut lui écouter sa voix de Charlotte parler de tout ça aux années 60 et 70. Et elle descend en voiture à Rome. Elle demande une permission pour prendre le corps de son mari et l'emmener en Autriche. Les autorités italiennes disent non, mais disent vous pouvez l'emmener en Italie. Et il y a une fille qui habite en Sicile. Alors il dit c'est très bien, on va faire un mausoléum en Sicile, on va l'emmener en Sicile. Elle prend le corps, elle met le corps dans la voiture. Elle ne dit pas à son beau-fils ce qu'il y a dans la boîte, que c'est son mari. Et la prochaine chose que je trouve dans les archives, c'est des articles dans les journaux, 1960, le corps de l'ex-nazi Otto Wächter disparu, l'Interpol à la recherche du corps de Wächter. Alors je dis à Horst, le fils, mais qu'est-ce qui s'est passé? Horst me regarde, il fait un grand sourire. Il sourit, il dit, maman l'a emmené chez nous.
Alors, moi, je suis né. Maman l'a emmené chez nous. Qu'est-ce que ça va dire, maman l'a emmené chez nous? Elle a pris chez nous. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec le corps? Dans le jardin, à la maison, où on habitait, Haus Wartenberg, petite pension, où on avait des étudiants anglais, américains. Et depuis la publication du livre, j'ai au moins une douzaine de lettres de ces anciens élèves de Charlotte Werth qui me disent mais on n'avait aucune idée. D'abord que c'était une grande famille nazie et aussi que dans le jardin où on jouait, il y avait le corps de son mari. Hallucinant, la famille, les questions de famille. Hallucinant, hein, l'amour. Cette même Charlotte qui est très fière de répondre aux soldats américains qui débarquent en Autriche que oui, elle est nazie, qu'elle a été une nazie très heureuse, c'est ça? Absolument, natürlich. Elle dit natürlich, je suis nazie. Les Américains disent, vous êtes la première, on est là depuis 4 semaines en occupation et vous êtes la première. Mais on rigole, mais ce n'est pas une histoire drôle. Hein, parce qu'il y a un autre moment, par exemple, où nos deux questions se touchent. Décembre 1939, et là c'est dans les archives de famille, une lettre de Otto à Charlotte de Cracovie. Il vient d'être nommé gouverneur de Cracovie. Il écrit à sa femme, ma chère, c'est magnifique ici, le Philharmonie de Vienne est venu, on a fait une grande performance, c'était magnifique, les ministres allemands sont venus de Berlin, tout magnifique et très magnifique pour moi. Quelques petits problèmes avec les Polonais. Demain, je dois fusiller 50 Polonais. Mais il n'a pas dit où et comment. Alors là, j'ai commencé avec une de mes étudiantes polonaises à faire des recherches. Et dans les archives à Varsovie, on a tout trouvé. On a trouvé que c'était une ville très connue, Bochnia. Et c'était des événements très connus. C'était le premier acte de tuerie, de représailles en Pologne, ordonné par Hitler personnellement, 25 Polonais pour chaque Allemand tué. Et on est allé plus loin, on a trouvé quelque part quelques références qu'il y avait un photographe qui était présent. Et j'ai passé 2 ans avec mon assistante polonaise à trouver, et on a trouvé les photos, on a trouvé la présence de Wächter à cette fusillade, des photos que j'ai mis dans le livre qui sont épouvantables. Et quand j'ai montré les photos à Horst, il a regardé ces photos, il a dit « ça prouve rien ». Quand j'ai montré les photos à la fille de Horst, ça c'est le moment où tout a déclenché. Elle avait une preuve en noir et blanc. Elle ne pouvait plus s'échapper, plus suivre dans les pas de son père. Et elle a, à ce moment-là, complètement changé de direction. C'était très puissant comme moment. Ça s'est passé dans un restaurant et c'était un grand drame. J'avais peut-être envie de faire un tout petit retour sur cette histoire de pierre tombale qui me paraît très intéressante puisque pour moi, elle rejoint aussi ce que vous évoquez dans le livre comme étant les 2 réalités de la Pologne d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 réalités qui me paraissent très importantes et que je voudrais relier avec un autre épisode de votre livre dont on parlera peut-être dans un deuxième temps, qui est votre visite en Ukraine aux commémorations avec les nouveaux, le néo-nazisme en quelque sorte. Mais d'abord, peut-être présentez-nous ce que vous appelez les 2 réalités et qui, à mon avis, l'anecdote que vous avez racontée avant participe aussi de ça, de cette volonté de réparation face à cette obsession de l'oubli peut-être. Oui, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire en Pologne maintenant, d'un côté, nous avons justement de très bons chercheurs et de très bonnes études qui parlent de ce qui s'est passé pendant le temps du Holocauste. Et il y a vraiment beaucoup de livres et c'est le meilleur de ce que l'histoire polonaise fait maintenant, ce sont ces recherches. Et de l'autre côté, il y a une négation quasi totale, c'est-à-dire que peut-être il y avait des petits cas, mais on doit finir, comme dit notre gouvernement,
de droite qu'on a maintenant, il faut finir avec la pédagogie de la honte et la changer en pédagogie de la... quand on trouve qu'on est digne de quelque chose, qu'on est fier de quelque chose, de la fierté, la pédagogie de la fierté. Et maintenant, ce qui est officiel en Pologne, c'est la pédagogie de la fierté. Et aussi, c'était toujours un problème spécifique polonais, que nous avons une histoire où nous étions souvent victimes, et que ces points d'histoire où nous étions victimes, ce sont nos points d'histoire préférés. C'était toujours comme ça. Donc, c'est un grand problème que les Juifs sont encore plus victimes. Et c'est quelque chose de très difficile à supporter, généralement. C'est-à-dire, si on demande aux Polonais qui a plus souffert pendant le temps de l'Holocauste, la plupart des Polonais disent que ce sont les Polonais, ce qui est tout de même incroyable, parce que c'est pas qu'on n'apprend pas le Holocauste dans les écoles en Pologne. Et donc maintenant, toute l'histoire est centrée sur l'histoire des gens qui ont été victimes en Pologne, victimes pendant la guerre, victimes après la guerre de répression communiste, parce qu'en Pologne, surtout pour la Pologne de droite, communistes et juifs, c'est la même chose. Donc si on dit de répression communiste après la guerre, on dit répression faite par des juifs après la guerre. Donc il y a un très important courant de contradicter tout ce qui a été mis en surface. Peut-être juste un mot sur vos visites sur le terrain. Comment ça se passait dans le village même de Jedwabne, et comment vous étiez accueillis, comment votre travail était reçu? Normalement, quand j'allais à Jedwabne et je frappais à la porte, la plus souvent on me claquait la porte. Et parce que j'ai frappé à toutes les portes possibles. Mais après, j'ai su de plus en plus, c'est-à-dire, c'était un grand travail pour moi, parce que moi, à part que j'étais reporter, je faisais beaucoup d'interviews, et je trouvais que ça, c'est ce que je fais vraiment bien, c'est-à-dire que j'ai des bonnes questions à poser, je sais le faire, etc. Et j'ai compris qu'à Jedwabne, le plus important, c'est de ne poser aucune question, surtout aucune bonne question, parce que ce que je peux faire, c'est écouter les gens, c'est de dire « Ah, j'étais hier à une réunion avec le prêtre, est-ce que vous avez entendu? Moi, j'ai des notes, je peux vous raconter. » Enfin, plutôt dire des choses, ou bien j'ai le procès, j'ai le compte-rendu du procès, est-ce que ça vous intéresse? Je peux vous lire. Et comme ça, c'était des miettes que je ramassais, c'est-à-dire... Les gens me disaient, bien sûr que les Polonais n'ont pas tué les Juifs. Mordachevitch, oui, bien sûr, lui, il violait ses propres filles. Pourquoi il n'aurait pas violé les filles juives quand ça s'est passé? Enfin, et avec des petites miettes comme ça m'a beaucoup aidé à reconstruire l'histoire. Et ce que je pense, ce qui est fantastique dans notre travail, c'est-à-dire, je ne dis pas de ce qu'on écrit, mais de notre façon de travail, ce que j'aime beaucoup, c'est que en même temps, on recherche les archives et en même temps, on parle avec les gens. Et qu'on ne comprend pas diverses choses qui sont dans des archives si on n'a pas parlé. Et les conversations sont assez superficielles si on ne sait pas vraiment, parce qu'on a lu dans les archives, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce mélange fait que c'est fascinant. Enfin, le travail que, pour nous, je crois, personnellement, non, que notre travail est fascinant. Philippe Sands, à partir de ce voyage que vous faites en Ukraine avec Horst, racontez-nous, et qui est assez saisissant par la réaction qu'il a, parce que vous dites en même temps qu'il n'est pas du tout nazi, qu'il n'a pas du tout des idées antisémites, et pourtant la sympathie que lui provoquent ces gens qui admirent son père fait quand même froid dans le dos et laisse à penser. Vous décrivez cette scène où il est fier de poser dans les voitures, et on voit aussi dans ce film. Comment est-ce que vous regardez l'histoire que vous avez fouillée à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui avec la montée de beaucoup de formes de populisme et de patriotisme en Europe? On s'était accordé à un certain moment en 2014, Niklas Frank, Horst Wechty et moi, de faire voyage en Ukraine, près de Lvov et de Julkiev, le village d'où vient ma famille et la famille de Herr Schlauterpack, le
grand juriste qui a inventé le concept de crime contre l'humanité. Et c'est Horst qui a ordonné que si on va en Ukraine, il est prêt à aller, mais on doit aller à une certaine date en juillet. Je dis pourquoi? Parce qu'il y a la commémoration de la division Waffen-SS Galicia, que son papa a créée en 1943. Alors je dis, OK, pourquoi pas, on va aller voir ce que c'est. Et on a passé une journée là-bas, et on rencontre plein d'Ukrainiens qui sont habillés en uniforme nazi, qui sont à 100% nazis. Être fiers d'être nazis, aucune honte, absolument pas. Quand les nazis sont venus, c'était vraiment bien pour nous parce qu'il y avait 3 communautés dans nos villages et dans nos villes. Il y avait les Polonais en haut, les Juifs au milieu, et nous, on était toujours en bas. Et tout d'un coup, c'était excellent. Les Juifs partaient, ils étaient exterminés. Les Polonais partaient à pied, ils partaient vers la Pologne, et nous, on est devenus les maîtres. Alors pour nous, Otto Wächter, c'est un grand monsieur. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une majorité, c'est une minorité, et c'est une petite minorité, mais qui a néanmoins un certain pouvoir et un grand effet dans la politique de nos jours. Même il y a 2 jours à Nuremberg, quand le ministre des Affaires étrangères a parlé certains mots, il a évoqué le retour du nazisme dans certains pays, et c'est clair, il parle de la Pologne, il parle de l'Ukraine. Et ils utilisent ces images et ces photos, et là, ça me rend un peu nerveux d'avoir ouvert ces portes. Mais c'est compliqué, encore plus compliqué en Ukraine qu'en Pologne, parce que, comme en Pologne, les Allemands arrivaient, ils n'étaient pas des milliers, ils étaient des dizaines dans chaque village. Et par exemple, dans Jolkiev, où a été tuée la totalité de la population juive dans une journée comme cette année, le 25 mars 1943, 3500 exterminés dans une journée, ce n'étaient pas les soldats allemands, c'était les soldats auxiliaires ukrainiens. Et à Jolkiev, quand on a essayé de parler, ils ne voulaient absolument pas parler, parce qu'ils savaient que c'était les pères et les grands-pères qui avaient été impliqués dans ce qui s'est passé le 25 mars 1943. Et tout ça revient maintenant dans ma porte pour l'an prochain, au mois de septembre. C'est le 80e anniversaire des tueries de Babi-Yar. Et il va y avoir un grand événement à Kiev pour commémorer ce moment. Ils ont pris contact avec moi. Est-ce que vous voulez participer, donner un keynote lecture? Et je suis en train de parler avec mes amis ukrainiens, des gens excellents, avec qui je peux parler vraiment ouvertement. Si j'y vais, je dois parler ouvertement. Parce qu'il y a plein d'Ukrainiens qui sont absolument impliqués dans cette histoire et qui ont joué un rôle absolument clé. Sans les Ukrainiens, les Allemands n'auraient jamais pu tuer des dizaines de milliers de personnes dans 2-3 jours comme ils l'ont fait. Alors, on va voir s'ils vont continuer à m'inviter, mais c'est exactement le même phénomène qu'en Pologne, sauf que je pense qu'ils sont à peu près 25 ans derrière la Pologne. Oui, ils sont 25 ans derrière la Pologne. Et aussi, ils avaient une autre situation parce que tout de même, collaborer avec les Allemands en Pologne, c'était net, c'est-à-dire c'est une collaboration, tandis que pour les Ukrainiens, c'était une chance de l'Ukraine indépendante. Et c'était un espoir, c'était pour eux un espoir. Absolument. Il y a des différences, mais ils ne veulent pas ouvrir la porte. La plupart des gens ne veulent pas ouvrir la porte. On n'épuisera ni vos livres, ni le sujet en 1 heure, malheureusement, qui touche à sa fin. Peut-être, Anna Bikont, vous êtes partie de Pologne depuis 3 mois que vous êtes ici en résidence d'écriture à la Fondation Jan Michalski. En quelques mots, comment est-ce que ce qui est en train de se passer dans la société polonaise ces jours-ci, ces dernières semaines, est-ce que ça prépare votre retour prochain? Comment est-ce que vous regardez l'actualité? Comment est-ce que vous anticipez votre retour en Pologne?
Alors maintenant, il y a une nouvelle génération de Polonais, de Polonaises et des Polonais qui sont sortis dans les rues et qui ne veulent pas cette Pologne justement qu'on a maintenant avec le gouvernement de maintenant. Et ils sont courageux, très amusants. Ils savent qu'ils veulent une Pologne démocratique, près de l'Union européenne, un pays normal, un pays qui n'est pas un pays d'un catholicisme arriéré, enfin. Et donc j'ai beaucoup d'espérance. C'est-à-dire, justement, il me semblait que le monde marche vraiment seulement dans la mauvaise direction. Et maintenant, il me semble, avec Biden, avec justement les protestations dans les rues de la Pologne et avec le vaccin contre le coronavirus, que peut-être on marche enfin dans une bonne direction, je l'espère. Merci beaucoup pour cette note optimiste et positive. Vous voulez dire une dernière chose, Philippe Sands? Non, moi je ressens absolument le même sentiment de l'espoir. Nous, en Angleterre, on a aussi certains drames avec un gouvernement quasi catastrophique. Et immédiatement, avec l'arrivée ou le départ de Donald Trump et l'arrivée de Joe Biden, on ressent immédiatement des changements. Par exemple, je suis presque à 100% sûr maintenant, et je le doutais avant, qu'il y aurait un accord la semaine prochaine entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce que les Anglais ne peuvent plus compter sur Donald Trump pour porter du soutien, et M. Biden serait beaucoup plus appuyé sur l'idée de l'Union européenne, l'idée du droit, l'idée de règles de droit aux relations internationales. Alors, un moment d'espoir, tout à fait. Je suis complètement avec vous. Merci beaucoup Philippe Sands. La filière est sortie en septembre aux éditions Albin Michel. Anna Bicante, Le crime et le silence était publié en 2011. On attend évidemment pour les lecteurs francophones que la suite de votre œuvre nous soit accessible et traduite en français. Je ne voudrais pas clore cette rencontre sans remercier nos deux collaboratrices qui assurent la traduction simultanée et qui permettent une portée beaucoup plus large de ces discussions qui me paraissent très importantes, et bien sûr remercier ceux qui écoutent cette rencontre et la Fondation Jan Michalski pour organiser le festival Bibliotopia. Merci à tous les deux. Et merci à vous. Merci à vous. Merci, bonne suite.